Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Ray McGovern, qui a passé 27 ans à la CIA. Il a présidé les estimations nationales du renseignement et a également préparé le rapport quotidien du président pour le président Reagan. Bienvenue à nouveau dans l'émission, mon ami. C'est un plaisir de te revoir. Ici Glenn, Mosai Vibolti. Je voulais donc discuter avec vous du style de négociation du président Trump, qui semble reposer sur une stratégie de pression maximale et de menace, bien sûr. Mais il semble que, du moins avec les grandes puissances, cette approche soit quelque peu inefficace. Nous voyons maintenant que la Chine a imposé des contre-sanctions particulièrement douloureuses, non seulement contre les États-Unis, mais aussi à travers le blocus des terres rares, ce qui menace de démilitariser en partie les États-Unis. La Russie ne reculera pas d'un pouce par rapport à son objectif central de mettre fin à l'expansion de l'OTAN en Ukraine. L'Iran ne capitulera pas, quoi qu'on fasse. Et même l'Inde a montré qu'elle était prête à se détacher des États-Unis si la pression devenait trop forte. Je me demandais donc, comment vous interprétez tout cela? Cette stratégie de pression maximale et de négociation propre à Trump. Pensez-vous qu'elle offre une véritable alternative à la diplomatie traditionnelle? Eh bien, c'est une alternative, d'accord. Je suis tenté de citer quelqu'un qui était un grand comédien à mon époque, Jimmy Durant. Du point de vue de Trump, il dirait en ce moment: quelle situation révoltante. Le monde s'effondre autour de Donald Trump, et pourtant il en est soit inconscient, soit il fait semblant de l'être. Il parle de ce grand triomphe. Saviez-vous que 57, ou peut-être 59 nations, il dit les deux à différents moments pendant cette conférence de presse avec Zelensky, ont soutenu son soi-disant miracle au Moyen-Orient récemment. Et saviez-vous qu'il croit réellement ce que son attaché de presse a dit, à savoir que le président peut déplacer des montagnes par la seule force de sa volonté? Eh bien, nous avons ici un narcissique, et pas qu'un peu. Alors, comment gère-t-on un narcissique? Comment gère-t-on un narcissique un peu détaché de la réalité? Eh bien, Poutine a fini par comprendre que la manière de s'y prendre, cela vient de mon ami psychiatre préféré, un psychiatre à la retraite, mais très connu et respecté. Je l'ai un peu forcé. Les psychiatres n'aiment pas faire ce genre de description à distance. Mais voici ce qu'il m'a dit. Ray, ce sera très court. C'est un long diagnostic, d'accord? Si tu veux travailler avec un narcissique délirant, tu dois rester calme et lui rappeler sans cesse la réalité, la vraie réalité, sans le rabaisser. Essayez de l'aider à clarifier ses véritables intérêts et à renforcer toute tendance qu'il pourrait avoir à comprendre les autres avec honnêteté. Eh bien, je ne sais pas si Poutine consulte le même psychiatre, mais, bon sang, c'est exactement ce qu'il fait. Il a été presque flatteur, presque obséquieux, louant Trump à chaque occasion. En voici un exemple. Le prix Nobel de la paix. Devait-il l'obtenir? Eh bien, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi d'en décider, dit Poutine. Mais bien sûr, il a fait 2 ou 3 autres bonnes choses. Regardez ce qu'il a. C'est donc un avertissement. Et il n'est pas étonnant que des gens à Moscou, certains occupant des postes assez importants, en aient un peu assez de tout ça. Maintenant, Poutine, à mon avis, dit « Non, écoutez, vous les gars. » J'ai consulté les meilleurs psychiatres et psychologues. Ce type a les doigts sur les codes nucléaires, d'accord? Voilà comment on le traite. Et en effet, c'est ce qui a conduit à ce prochain sommet. Maintenant, on a eu toutes ces discussions sur les Tomahawks, d'accord? Malgré le fait qu'il n'y en ait jamais assez. Ils les tirent depuis des sous-marins et des navires. L'Ukraine n'a ni navire, ni sous-marin. Oh, mais ils pourraient les tirer depuis la terre. À partir de conteneurs. Oui,
Mais il n'y en a pas pour l'instant. Eh bien, ils pourraient en construire. Peut-être, cela prendrait 2 ou 3 ans. Allons donc. Ce n'a jamais été une suggestion réaliste. Et Poutine l'a dit très clairement. Lavrov aussi. Lavrov, le 30 avril, ou septembre, je crois, a déclaré « Écoutez, à ma connaissance, aucune décision n'a encore été prise. » Et il semble que toute cette histoire de Tomahawk soit en quelque sorte un geste envers les Européens pour leur dire « Eh bien, nous sommes toujours de votre côté. Nous pourrions nous débarrasser de ce matériel. » Et je ne sais pas qui a raison, qu'a dit Poutine le lendemain. À propos des Tomahawks, je cite, « C'est une autre façon de détourner l'attention des problèmes intérieurs en Europe. Mais au moins, à ce que je vois, la direction des États-Unis semble plus encline à suivre une autre politique axée sur la réalisation d'objectifs de développement national. Et c'est ainsi que je le comprends, déclare Poutine le 2 octobre. Alors, restons calmes. Puis, 2 jours plus tard, le chef de la Biélorussie dit « Écoutez, s'il vous plaît, restez calme à propos de tout cela. » Ça va aller. Vous savez, il faut simplement remettre les choses en perspective. Beaucoup de Russes ont dit qu'il y avait une tendance à exagérer. Et vous savez, Maria Zakharova dit encore, regardez, c'est un style. Il faut s'habituer à ce style. Donc, quoi que vous pensiez de cette obséquiosité, cela semble fonctionner. Et je pense que c'est une bonne chose. Ce que nous avons maintenant, c'est un sommet qui approche. Et avant cela, bien sûr, la grande question des Tomahawks. Ils sont devenus une cause célèbre au cours des 3 dernières semaines, même s'il n'y a rien là-dedans, même si, comme je l'ai dit dès le début, il y a 3 semaines, c'est une fausse piste, un canard. Il n'y a pas de Tomahawk qui puisse atteindre l'Ukraine dans un délai significatif pour influencer le résultat. D'accord? Alors maintenant, les choses arrivent à un point critique, car Zelensky vient vendredi à la Maison-Blanche. Alors que se passe-t-il? Eh bien, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Poutine a dit « passe un coup de fil à Trump ». Et ils ont parlé hier pendant 2h30. Et Poutine a dit « non, tu vas rien faire de vraiment étrange, tu sais, comme dire à Zelensky qu'il va recevoir des Tomahawks ». Trump a répondu « oui, je ne pense pas ». Je crois qu'on a une porte de sortie. Je vais dire, non pas que nous ne voulons pas, mais que nous n'en avons tout simplement pas assez, parce que nous devons défendre notre propre pays. Nous avons simplement certaines limites. En effet, c'est exact. Bref, voilà ce qui vient de se passer. Quelle était la question de Zelensky, celle que tu appellerais l'avant-dernière? D'accord, l'avant-dernière question était, va-t-on parler des Tomahawks? Are tomahawks about to be discussed? They're going in behind closed doors, right? This is just. Ils se réunissent à huis clos, n'est-ce pas? C'était il y a seulement 1h30. Un correspondant, un journaliste, a demandé « Est-ce que les Tomahawks vont être abordés ?» Très bien. Écoutez, nous sommes compréhensifs, mais nous ne voulons pas céder des choses dont nous avons besoin pour notre propre défense nationale. Nous devons protéger notre pays. Les mots de Trump. Je ne pouvais pas lire en me tournant ici, je regardais simplement. Donc à mon avis, maintenant je peux me tromper, je suppose, et je suis prêt à l'admettre. Ce ne serait pas la première fois, mais il semble bien que Zelensky va être remis à sa place. Pas de Tomahawk. Nous allons dire que nous n'en avons pas assez. Et c'est en partie vrai. Et vous savez, il faut arranger les choses avec les Européens, parce que nous sommes prêts à vendre n'importe quoi aux Européens. S'ils peuvent le payer, ils doivent le payer. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ensuite, s'ils le payent et vous le donnent, avez-vous assez de personnel? Avez-vous encore assez d'armées pour utiliser tout ce matériel? Probablement pas. Donc la grande chose, Glenn, telle que je la vois, c'est que les gens perdent de vue le fait que la Russie a gagné cette guerre. Dans le Donbass, cela avance à un rythme qui ne semblait pas possible auparavant, ni probable compte tenu des tactiques russes. Mais maintenant, ils réussissent. Les frappes de missiles et de drones sont sans précédent par leur nombre.
Alors, pour ceux qui disent oui, d'accord, tu parles de l'Alaska, Yeah, okay. You talk about Alaska. You talk about, Alaska. Well, tu parles de l'Alaska. Quelle flexibilité Trump a-t-il montré en Alaska? Et ma réponse à cela est aucune. Il gagne. Tu te souviens, il gagne, d'accord? Donc il a montré suffisamment de flexibilité pour écouter Trump et dire oui, nous n'allons pas avoir de cessez-le-feu immédiat. En arrivant, Trump avait dit quelque chose comme « Je serais terriblement déçu de Poutine si je n'obtiens pas une forme de cessez-le-feu ». Il a dit cela dans l'avion en y allant, d'accord? Ensuite, il a fini par dire « Eh bien, un cessez-le-feu n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons traiter l'ensemble du problème. Nous allons tout faire en tenant compte des intérêts fondamentaux de la Russie. » Donc en fin de compte, pour moi, une fois de plus, ce ne sont pas Zelensky, mais les Européens de l'Ouest qui ont été relégués au rôle de spectateurs. Des spectateurs fauteurs de troubles. L'attention se porte maintenant sur Budapest, où le dirigeant hongrois les reçoit, et Trump a déclaré lors de sa dernière séance de questions-réponses « J'espère qu'il y en aura deux avec qui je pourrai parler. Nous parlerons d'abord au président Poutine, mais ensuite, vous savez, si nous pouvions... » Eh bien, ils se détestent. C'est là le problème. Ils se détestent, et Poutine n'aime pas Zelensky. Alors peut-être que Zelensky pourrait être dans une autre pièce, et qu'on pourrait procéder ainsi. C'est donc la même chose que l'espoir exprimé par Trump après Anchorage. Et quant à savoir si cela se produira ou non, je n'en sais rien cette fois-ci. Mais une fois que Zelensky se rendra compte que ces promesses de soutien total de la part de l'Europe sont des promesses creuses, une fois qu'il comprendra qu'il n'obtiendra pas de Tomahawks ni d'armes de ce genre, si mon interprétation de ce qu'ils ont dit avant ces discussions d'aujourd'hui est correcte, alors il y a une chance que lorsque Poutine et Trump se rencontreront, même si Poutine quitte la pièce et que Trump dise « Très bien, Zelensky, viens ici, voici ce que nous avons décidé », ce sera comme ça, d'accord? Et encore deux autres choses. La première concerne les deux objectifs principaux de cette offensive en Ukraine, qui n'a pas été non provoquée, et je peux le prouver. Les deux buts étaient la démilitarisation. Cela signifie se débarrasser de la majeure partie des forces armées ukrainiennes, qui avaient été constituées selon les normes de l'OTAN depuis 2014. Très bien, s'en débarrasser. Et cela est accompli à 90%. Maintenant, l'autre point, la dénazification. C'est un problème bien plus difficile à résoudre. Les Russes seront-ils satisfaits d'un régime qui fait l'éloge de personnes comme Paroubi et d'autres fascistes? Des gens qui ont montré leurs valeurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne le pense pas. Ils vont insister pour obtenir ce type de changement et ils espèrent pouvoir obtenir le soutien de Trump pour remédier à la situation créée par, comment s'appelait-elle déjà, l'aide de Victoria Nuland et de Geoffrey Piat, notre ambassadeur à Kiev, lorsqu'ils ont mis en place un régime néo-nazi d'extrême droite, en sachant parfaitement de quoi Zelensky finirait par dépendre. Donc c'est compliqué, mais pas tant que ça. Je pense que Trump a clairement montré qu'il est convaincu que Poutine veut un règlement. Poutine veut vraiment plus qu'un simple cessez-le-feu, et il va probablement l'obtenir si Trump a son mot à dire. Alors voyons voir. Peut-être que Zelensky sera autorisé à entrer dans la salle plus tard, mais on lui dira quelles sont les conditions. Et s'il dit « Non, non, nous n'allons pas accepter ça », alors je pense que Trump dira « Très bien, va parler à tes amis européens et vois quel type d'aide ils peuvent obtenir. Nous leur vendrons tout ce qu'ils peuvent payer, mais ils sont fauchés, bon sang. Reviens à la réalité. » Oui, j'ai parlé à certains responsables russes, et ils répètent souvent ce que vous venez de dire, qu'il ne faut pas trop se laisser emporter par le ton ou le langage,
que c'est simplement quelque chose auquel il faut s'habituer. Il semble aussi un peu inquiet qu'il y ait dans les médias des reportages qui cherchent presque à provoquer une réaction de la Russie, créant de plus en plus de tensions. Et bien sûr, il y a les Européens. Ils paraissent très enthousiastes, ou peut-être émotifs, à propos de toute cette affaire, car lorsque les Européens ont été convaincus de s'engager pleinement dans cette guerre par procuration en 2022, les circonstances étaient bien différentes. Nous voyons maintenant que les Européens doivent essentiellement tout payer. Ils n'ont aucun mot à dire sur la manière dont tout cela va se dérouler. L'avenir de l'Ukraine sera décidé à Washington et à Moscou, mais c'est eux qui doivent tout financer. Ils doivent absorber toutes les conséquences de la guerre qu'ils ont déjà perdues, en réalité, ou du moins, ils s'en approchent. Et donc, ils n'ont aucune stratégie. Il n'y a pas de plan. Ils espèrent simplement qu'il se passera quelque chose. Et puis Trump, vous savez, lance cette référence aux Tomahawks, et ils espèrent tous que ce sera la Wunderwaffe qui sauvera la situation et ramènera l'état normal de la domination occidentale. Mais cela ne se produit pas. Alors, quand Trump change constamment de position, cela fait trembler les capitales à travers l'Europe, car elles se demandent toujours s'il est avec elles ou contre elles. C'est intéressant à observer. Mais d'après votre expérience dans le renseignement et l'analyse des politiques, cette utilisation constante de menaces, car Trump emploie effectivement des menaces militaires, des sanctions économiques, des insultes personnelles, comment voyez-vous cela? Il pratique assez souvent l'insulte personnelle d'ailleurs, ce qui est plutôt grave. En Égypte, il est à la fois insultant et flatteur. Il vient de rencontrer Zelensky et a essayé de lui dire à quel point il avait fière allure dans sa petite veste. Je veux dire, la façon dont il aligne les dirigeants étrangers et leur parle de haut est assez remarquable. Avez-vous déjà été confronté à ce genre de comportement dans des négociations internationales? Eh bien, l'expérience avec les présidents, j'étais déjà à la retraite avant George W. Bush, mais souvenez-vous, il donnait toujours un surnom à tout le monde. Vous voyez, c'est le même genre de syndrome. On rabaisse les gens en les étiquetant comme on veut, plutôt qu'en les appelant par leur vrai nom. Ça devient vite lassant, vous savez. Ça s'use très vite. Sauf pour quelqu'un d'aussi calme, posé et maître de lui que Vladimir Poutine. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mon Dieu, il avait largement de quoi répondre coup pour coup, d'accord? Et il a dit, non, non, ces coups peuvent être tout aussi symboliques. C'est simplement sa manière d'être, d'accord? Maintenant, est-ce qu'ils aiment sa manière d'être? Bien sûr que non. Et ma position depuis 2015 a toujours été, Trump, mon Dieu, c'est la dernière chose. Trump serait la dernière personne que les Russes voudraient voir comme président des États-Unis, avec ses doigts sur les codes nucléaires. Ce que les Russes valorisent avant tout, c'est la fiabilité, la protection, la prévisibilité, et Poutine l'a d'ailleurs dit très clairement. C'est pourquoi j'ai pensé dès le début que ce conte de fées, selon lequel les Russes auraient non seulement préféré Trump, mais aussi aidé à le faire élire président, était complètement absurde. Absurde, farfelu, d'accord? Il a maintenant été prouvé que c'était farfelu. C'était une opération menée par l'État profond, les médias et les démocrates. Une affaire difficile à démêler, et bien que je salue les procureurs qui essayent actuellement de tenir ces gens pour responsables, ils font face à une bataille ardue. En tout cas, ce genre d'attitude méprisante entre en jeu. Mais les véritables personnes mûres, comme les Iraniens, les Chinois, les Brésiliens, les Russes, disent « Eh bien, vous savez, ce type Trump, pour reprendre une vieille expression de Lyndon Johnson, il a un grand chapeau, mais pas de bétail. Il ne se rend pas compte que le basculement du monde, l'équilibre des forces, s'est complètement déplacé de ce côté-là.
Il essaye de préserver contre toute attente la situation telle qu'elle était autrefois. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, une de ces manifestations, c'est le langage obscène. Je viens du Bronx, on donne des par exemples. Je vais vous en donner un. Vous avez Victoria Nuland dans sa conversation avec Jeffrey Pyatt. Permettez-moi simplement de rappeler que cela s'est produit 2 semaines et demie avant le coup d'État à Kiev, en février 2014. Au cours de la première semaine de février, une conversation a été publiée sur YouTube. Un appel intercepté entre Victoria Nuland, la secrétaire d'État adjointe aux affaires européennes, et Jeffrey Pyatt, l'ambassadeur des États-Unis à Kiev. Ils y discutent des plans du coup d'État, en nommant les personnes qui allaient finalement prendre le pouvoir, en disant qui était trop à droite pour être gardé, du genre « c'est un nazi, on ne peut pas le garder ». Et puis Pyatt, comme c'est son devoir d'ambassadeur, dit « Madame la secrétaire, vous savez, elle ne va pas apprécier ce coup d'État. » Et elle répond de manière célèbre « Qu'ils aillent se faire voir, ces Européens. » Vous voyez bien quel mot elle a utilisé, n'est-ce pas? Eh bien, Trump a utilisé la même réplique aujourd'hui à la toute fin de sa conférence de presse. On lui a posé une question sur le Venezuela. Pourquoi essayez-vous de renverser le gouvernement au Venezuela? Et il a répondu, oh, attendez une seconde, c'est une affaire de drogue et ce sont tous des terroristes. Ce sont tous des terroristes. D'accord? Et le journaliste était vraiment bon, un homme de presse. Il a dit maintenant, vous savez, Maduro, le chef du Venezuela, n'a-t-il pas offert à peu près tout ce que vous pourriez vouloir en termes d'accès à son pétrole et à tout le reste? N'a-t-il pas proposé cela? Alors pourquoi faites-vous cela? Et Trump a répondu, eh bien, disons simplement qu'il doit apprendre qu'on ne déconne pas avec nous. Le mot en F, d'accord. Je repense à quelque chose. Joe Biden a fait la même chose il y a environ 6 ans. Il était là-bas pour examiner les dégâts causés par un ouragan, essayant d'évaluer la situation. Et le maire de cette petite ville en Floride s'approche de lui et lui dit « Bravo, Joe Biden, président Biden, pour la façon dont vous tenez tête aux Russes en Ukraine. » Et Biden répond « Oui, capté par le micro. Oui, les gens doivent apprendre qu'on ne plaisante pas avec les Biden. » Nous avons donc ce genre d'arrogance, ce sentiment de supériorité, qui autrefois pouvait être justifié, mais qui remonte à peu de temps après ma naissance, il y a 86 ans. Après la guerre, nous étions supérieurs. Maintenant, je vais simplement le rappeler une fois de plus, parce que c'est pertinent. À l'Académie des relations américano-russes, c'était en 2013, d'accord? Que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu une opération sous fausse bannière. Nous savons que c'en était une, et le secrétaire d'État Kerry a menti effrontément. Obama l'a pratiquement reconnu plus tard, d'accord? Il a dit que le président syrien Bachar el-Assad avait gazé son propre peuple près de Damas, dans un endroit appelé la Ghouta, d'accord? Or, nous savions déjà à l'époque que c'était faux. Nous avons écrit au président, nous avons écrit au chef d'état-major interarmé. Nous, les anciens du renseignement, pour la raison, avons dit que c'était une fausse bannière, pure et simple. Eh bien, Obama était acculé. Il donnait une conférence de presse et on lui a demandé « Pourquoi n'allez-vous pas, vous aviez promis que c'était une ligne rouge, pourquoi ne pas lancer une pluie de Tomahawk sur la Syrie ?» J'ai dit « Oh, vous savez, peut-être que je vais demander au Congrès. » Demander au Congrès. Eh bien oui, comme le dit la Constitution, on est censé demander au Congrès avant de commencer une nouvelle guerre. Par coïncidence, il est allé à Saint-Pétersbourg pour un sommet économique, et il est arrivé un jour plus tôt. Il a rencontré Poutine, c'était début septembre 2013, et Poutine a dit « Écoutez, je salue Monsieur Obama, votre volonté de ne pas déclencher une nouvelle guerre.
Et je vais vous faciliter la tâche, car je viens de convaincre les Syriens de remettre toutes leurs armes chimiques, telles qu'elles sont, pour qu'elles soient détruites sous supervision de l'ONU sur un navire spécialement équipé pour la destruction d'armes chimiques. Obama dit, « Quoi? Vous avez fait ça? » Et demain, dit Poutine, le ministre syrien des Affaires étrangères va l'annoncer. Qu'en pensez-vous? Obama dit, « Alors pourquoi devrais-je faire la guerre dans ce cas? » Et Poutine a répondu, « Ouais. » En d'autres termes, Poutine a tiré ses marrons du feu. D'accord? Et l'accord a été conclu sans Kerry. Kerry parcourait l'Europe de l'Ouest, cherchant à rallier du soutien pour une guerre contre la Syrie. Finalement, Obama lui a dit, « Écoute John, désolé, mais nous avons trouvé un accord ici. Retourne à Genève et règle les détails. » Et en effet, à la fin du mois de septembre, cela a été conclu. Alors quel est mon propos ici? Eh bien, c'était un moment euphorique pour ceux d'entre nous qui se rendaient compte que, enfin, les Russes et les Américains, sans John Kerry ni les autres néoconservateurs, avaient réussi à conclure un accord pour éviter une guerre. D'accord? Et voilà que le 12 septembre, Poutine écrit une tribune dans The New York Times. Une tribune. Dans The New York Times, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, que dit-il? Il fait l'éloge de l'accord, affirme que nous avons évité une guerre et, tenez-vous bien, déclare « J'apprécie vraiment la confiance croissante qui existe non seulement entre nos deux pays aujourd'hui, mais aussi entre le président Obama et moi personnellement. Cependant, les Russes, comme vous le savez, ont toujours cette adnaka. C'est toujours le coup de grâce. Adnaka. Cependant, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec ce que le président a déclaré la semaine dernière dans un grand discours sur l'exceptionnalisme américain, que certains pays seraient plus exceptionnels que d'autres. Je pense qu'il existe différents pays. Ils diffèrent par leur avancement vers la démocratie, par leur pauvreté ou leur enrichissement. Ils diffèrent à bien des égards. Mais quand je regarde tous ces pays, je pense que Dieu les voit tous comme différents, créés égaux. Je me demande d'où vient cette idée de créer égaux. C'est ce qu'il écrit dans The New York Times. C'est le dernier paragraphe, on m'a assuré qu'il l'avait rédigé ou tapé lui-même. Bon, waouh, c'était le 12 septembre 2013. Que s'est-il passé? Entre en scène Victoria Nuland. Et puis, eh bien, 5 milliards de dollars de soutien aux aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'Occident, comme elle l'a reconnu en décembre 2013. Et ensuite, le coup d'État, le seul coup d'État que je connaisse, et je m'y connais un peu en coup d'État, qui a été annoncé 2 semaines et demie à l'avance sur YouTube. Une petite note de bas de page ici, Glenn. Vous savez, pourquoi Poutine était-il encore à Sochi, bon sang, quand ce coup d'État a eu lieu? Eh bien, pour la même raison que moi, j'étais tranquillement assis à Washington. Quand un coup d'État a été vanté, ce n'est pas un terme très technique dans le renseignement. Si vous le faites capoter, il n'a pas lieu, n'est-ce pas? Et de plus, Poutine avait été informé qu'un accord avait été conclu sous la supervision du ministre allemand des Affaires étrangères de l'époque, Steinmeier, ainsi que des représentants britanniques et polonais. Il garantirait une transition pacifique du pouvoir. Yanukovych organiserait des élections anticipées et se retirerait discrètement, et tout le mouvement sur le Maïdan s'était apaisé. Le lendemain matin, bien sûr, c'était le chaos. Donc, je comprends Poutine. Il voulait clôturer les Jeux olympiques, alors il a attendu de le faire, puis il est rentré. Le lendemain, le 15 février 2014, il a réuni ses responsables de la sécurité nationale et ses généraux et leur a demandé quelle est la première chose que nous devons faire ici. Et ils ont répondu, assez logiquement, eh bien, la dernière chose que nous voulons, c'est que la Crimée et notre seule base navale libre de glace toute l'année deviennent une partie de l'OTAN. Il faut donc s'en occuper.
Et que s'est-il passé? Eh bien, Poutine a dit, mon Dieu, la Crimée ne faisait-elle pas partie de la Russie à l'origine? Et oui, c'était le cas. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, à la mort de Staline, Khrouchtchev, qui était très proche des responsables ukrainiens et qui était né tout près de la frontière ukrainienne, avait besoin de beaucoup d'aide. Et donc il a dit, comment puis-je obtenir plus d'influence à Moscou dont j'ai besoin? Staline n'en avait pas besoin. Et il a décidé, eh bien, tu sais, c'est pas vraiment important, n'est-ce pas? L'Ukraine fait partie de l'URSS. Donnons la Crimée à l'Ukraine. Quelle différence ça fait-il? Eh bien ensuite, bien sûr, comme vous le savez, l'Union soviétique s'est effondrée et l'Ukraine est devenue une nation indépendante. Oh mon Dieu, la Crimée fait partie de l'Ukraine. Et voilà l'histoire qu'ils ont racontée. Je peux imaginer Poutine disant, très bien, alors comment Khrouchtchev a-t-il fait cela? Eh bien à cette époque, Monsieur le Président, on avait un oukaz, c'est ainsi qu'on appelait un décret. Il a donc simplement signé un oukaz et la Crimée est devenue partie de l'Ukraine. Et c'est comme ça qu'il a fait, d'accord? Poutine. Poutine est avocat, non? Ça ne me semble pas juste. Comment pourrions-nous faire autrement? Eh bien, organisons un plébiscite. Pour faire court, ils ont eu un plébiscite, c'était plus de 90% en faveur du rattachement à la Russie, plutôt que de se soumettre au régime issu du coup d'État à Kiev. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Je suis désolé pour toute cette histoire, mais je veux souligner qu'à la mi-septembre 2013, c'était le point culminant récent de la détente. Un rapprochement naissant entre un Poutine réfléchi et un type comme Obama, qui voyait plus d'intérêt à négocier qu'à faire une guerre qu'il ne voulait pas mener. Et puis en février, 2 mois plus tard, faites le calcul. Je pense que ça fait environ 6 mois, d'accord? Tout à coup, Victoria Nuland et son équipe ont convaincu Obama de tolérer un coup d'État à Kiev. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Peut-être que nous obtiendrons la Crimée. Si nous n'obtenons pas la Crimée, si les Russes s'en emparent, mon Dieu, ce serait une telle tache noire pour la Russie, et nous pourrions en tirer avantage. Dernière chose que je dirais ici, Glenn, et c'est en quelque sorte la plus importante, quoi qu'on dise d'Obama, et il y a beaucoup à dire sur Obama, au moins il était assez sensé, il y a 10 ans, en 2015, pour dire ouvertement, écoutez, la pire chose que nous pourrions faire pour les Ukrainiens serait de leur donner l'idée qu'ils pourraient l'emporter sur une Russie bien plus forte. Oui. Et il avait à l'époque un secrétaire d'État adjoint. Pardonnez-moi si j'ai déjà raconté cette histoire, mais elle mérite d'être répétée. Le secrétaire d'État adjoint a dit, « Oui, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison. Pour chaque arme que nous pourrions donner à l'Ukraine, les Russes pourraient égaler, puis doubler, puis tripler, puis quadrupler. Point final. » Fin de citation. Alors, qui était ce secrétaire d'État adjoint? Il s'appelait Tony Blinken. Il avait raison à l'époque. Obama Biden arrive et dit, « Eh bien non, peut-être que nous pouvons faire cela. Peut-être que nous pouvons affaiblir la Russie en utilisant l'Ukraine. » Ainsi, nous avons utilisé l'Ukraine, comme on disait autrefois, jusqu'au dernier Ukrainien, ou plus exactement, l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, d'accord? Et même Trump, il y a environ 3 mois, a admis publiquement lors d'une conférence de presse que les Ukrainiens s'étaient battus très courageusement, vaillamment, mais qui ne faisaient pas le poids face à une Russie bien plus puissante. Or Biden n'était pas assez intelligent pour le comprendre. Obama l'était et Trump aussi. Donc il y a de l'espoir de ce côté-là. Je pense que Trump aimerait vraiment se débarrasser de cet albatros, tout comme Poutine. Poutine n'a pas besoin de faire beaucoup de concessions, car il a déjà gagné. Ce qu'il veut, c'est un accord qui prenne en compte les intérêts fondamentaux, comme on dit, de la Russie.
ce qui signifie pas d'Ukraine dans l'OTAN, et une Ukraine démilitarisée ou neutre. A demilitarized or a neutral Ukraine. And one of the most sensible proposals that's Et l'une des propositions les plus sensées qui ont émergé il y a quelques semaines, venant de notre ami commun Jeff Roberts, était « Écoutez, pourquoi ne pas suivre l'exemple de la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après? C'est une possibilité évidente pour l'Ukraine. Soyez neutre, bon sang. Vous devrez peut-être renoncer à certains de vos désirs, mais au moins vous conserverez votre souveraineté, bon sang, et vous prospérerez. Tout comme les Finlandais ont prospéré à 2 reprises lorsqu'ils ont décidé « Oups, nous ne voulons pas nous confronter aux nazis, nous ne voulons pas nous confronter aux Russes. » Alors ils ont fait un compromis. Maintenant, vous venez d'un pays proche de la Finlande. Tu connais cette histoire mieux que moi, et tu es un historien bien plus accompli que je ne le suis. Mais il existe des solutions évidentes à ce problème. J'espère simplement que Trump s'entourera de quelques personnes qui connaissent un peu l'histoire et qui savent bien que le général Kellogg ment effrontément quand il affirme que les Russes sont en train de perdre, quand il dit que l'économie russe s'effondre. Il pourrait simplement dire au président « Écoutez, le général part d'une bonne intention, mais il était aussi au Vietnam. Et il n'arrêtait pas de dire à Westmoreland et au président que nous étions en train de gagner au Vietnam, nous aussi. Il n'a donc pas vraiment tiré les leçons de cette expérience. Voilà donc mon point de vue sur ce qui est susceptible de se produire, espérons-le, lorsqu'ils se réuniront. Eh bien, Trump dit maintenant que ce sera dans 2 semaines à Budapest, et ce sera le prochain chapitre de cette affaire. L'essentiel, c'est que, bien qu'il y ait de la résistance, et comme le dit notre ami Gilbert Doctorow, il y a beaucoup de questionnements dans les milieux sociaux et politiques soviétiques. Pourquoi Poutine fait-il autant confiance? Pourquoi dit-il à chaque occasion que Trump est honnête et qu'il veut vraiment mettre fin à cette guerre? Cela s'est manifesté d'une manière très précise, il y a seulement 10 jours, lorsque le vice-ministre des Affaires étrangères, un certain Sergueï Ryabkov, a déclaré « Mon Dieu, l'esprit d'encourage est épuisé, ou éteint, selon la traduction du mot russe. » Et il a essuyé beaucoup de critiques, ouvertes, précises, personnelles, à ce sujet de la part de ses supérieurs, de personnes proches de Poutine et de Poutine lui-même. Maintenant, c'est un symptôme. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Peut-être que la dernière chose que je dirais à ce propos concerne Ryabkov. Qui est-il? Eh bien, il a été ambassadeur ici pendant de nombreuses années aux États-Unis. C'est le diplomate le plus accompli après Lavrov. Il prendra probablement la place de Lavrov un jour. Mais il a eu une très très mauvaise expérience. Bon, disons simplement que lorsque les Russes ont proposé leur projet de traité, qui aurait facilement pu empêcher la guerre en Ukraine, et que Blinken a dit « nous n'allons même pas y répondre », et que Stoltenberg de l'OTAN a dit non, eh bien voilà. Eh bien, certaines personnes prenaient cela au sérieux. Et Poutine et Biden, notez-le, ont organisé une rencontre à Genève les 9 et 10 janvier 2022 avec Wendy Sherman à la tête du groupe du département d'État et un certain Sergueï Ryabkov à la tête de la délégation russe. Ils se rencontrent donc le 9, d'accord? Et Ryabkov dit « Lundi, je suis tellement heureux de vous rencontrer. C'est agréable de pouvoir le faire autour d'un dîner. Nous sommes très enthousiastes. » Ushakov, après avoir publié le compte-rendu de l'appel téléphonique entre Biden et Poutine le 30 décembre, il y a seulement 10 jours, nous avons fêté le Nouvel An avec joie. C'était formidable. Alors, passons aux choses sérieuses. Négocions cet engagement que Biden a pris lors de l'appel téléphonique de ne pas déployer de missiles d'attaque offensifs en Ukraine. And Wendy said, huh?
Et Wendy a dit, « Hein ?» Et Ryabkov a répondu, « Que veux-tu dire, hein? Tu n'as pas reçu d'instructions pour développer cela ici. » Je n'ai jamais reçu aucun avis, d'accord. C'était les 9 et 10 janvier. Le 21 février, un mois plus tard, Lavrov accule Blinken, qui se trouve alors à Genève. Il lui dit, « Tony, qu'est-ce que c'est que ça? Ton président a promis, le 30 décembre 2021, de ne pas déployer de missiles d'attaque en Ukraine. Nous avons trouvé que c'était très important, car cela répondait à 5 des 8 points que nous avions formulés dans ce projet de traité. Nous étions vraiment contents. » Et quand ils sont arrivés à Genève, Wendy Sherman a dit qu'elle n'en avait jamais entendu parler. « Qu'est-ce qui se passe, Tony? » Et il répond, « Oublie ça. Le président était seul à la maison pendant Noël. » D'accord, il était dans le Delaware, c'est là qu'il habite. Et ni Sullivan ni moi n'étions avec lui. Alors oubliez ça. Nous n'allons pas imposer de limites sur les missiles d'attaque offensifs en Ukraine. On peut éventuellement discuter d'en limiter le nombre ou quelque chose comme ça, mais oubliez ce que vous dites que Biden a promis. Bon, ça s'est plutôt mal passé, d'accord? Et juste 3 semaines plus tard, la dernière conversation entre Biden et Poutine, la toute dernière, a été un appel téléphonique le 12 février, seulement 10 jours avant l'invasion de l'Ukraine. Le compte-rendu indiquait que Biden avait refusé de parler de la promesse qu'il aurait faite de ne pas introduire de missiles d'attaque offensifs en Ukraine et avait également refusé de parler du refus d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. 10 jours plus tard, l'invasion de l'Ukraine a eu lieu. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles je dis que cette invasion n'était pas non provoquée, d'accord? Elle a été provoquée jusqu'à la moelle, d'accord? Était-ce une offensive à grande échelle, comme on l'a aussi qualifié? Non, ce n'était pas à grande échelle. Environ 90 000 soldats, où sont-ils allés? Ils sont montés vers Kiev. Que s'est-il passé? Ils se sont arrêtés. Pourquoi se sont-ils arrêtés? Parce que Poutine et Zelensky ont personnellement envoyé leurs représentants négocier un accord qu'ils ont conclu à Istanbul début avril 2022, 6 semaines après le début de la guerre. Et en signe de bonne volonté, les Russes, qui avaient garé leurs chars sur une autoroute, c'est quoi ce truc sur l'autoroute, d'accord, ne se sont pas embourbés, comme beaucoup l'avaient dit. Ils ont pris l'autoroute, puis ont pris la même route en sens inverse, où ont fait demi-tour et sont rentrés chez eux. Pourquoi? En signe de bonne volonté parce qu'ils avaient un accord initial, ce traité, cette entente, qui incluait également une interdiction pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Alors en résumé, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'était pas une invasion à grande échelle. C'était une invasion limitée destinée à faire peur à Zelensky pour qu'il accepte de dire « Très bien, nous renonçons désormais à toute intention de rejoindre l'OTAN ». Que s'est-il passé? Eh bien, nous avons les négociateurs ukrainiens ainsi que les négociateurs russes qui expliquent exactement ce qui s'est passé. Boris Johnson est intervenu à la demande des États-Unis et du Royaume-Uni et a dit « Non, 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 ne signez pas, ne signez pas. C'est déjà assez grave que vous l'ayez paraphé. Mais si vous le signez, nous ne vous soutiendrons pas. D'accord? En revanche, si vous ne le signez pas, nous vous soutiendrons aussi longtemps qu'il le faudra. » Et malheureusement, Glenn, le moment est venu. Cela a pris tout le temps que cela devait prendre. Et Trump reconnaît qu'il n'y a aucune possibilité que l'Ukraine gagne, peu importe ce que son conseiller, le général Kellogg, lui dit. Il veut donc conclure un accord avec Poutine. Poutine est plus que disposé à en conclure un, car il ne veut pas se retrouver dans une autre guerre du Vietnam en Ukraine. Il serait heureux de s'arrêter là où il en est, peut-être avec un peu plus de Donetsk, d'accord? Donc vous avez un homme qui est en position de force, un autre qui veut conclure un accord juste pour se débarrasser du problème.
D'accord? Et je pense, comme je l'ai déjà dit, que Poutine est prêt à fournir autant de maquillage que Trump semble en avoir besoin pour dissimuler le fait qu'il maquille ce cochon de la défaite. Et vous avez une diminution des tensions en Europe. Et les Européens devront rentrer chez eux et dire, eh bien, c'était une mauvaise idée. Tournons maintenant notre attention vers la réhabilitation de nos propres pays, au lieu de gaspiller beaucoup d'argent à acheter des armes américaines pour les vendre aux Ukrainiens, qui n'ont ni argent ni troupes. Je veux dire, à part ça, c'est une excellente affaire qui a été proposée. Vendre aux Européens, les Européens les donnant à Zelensky, et Zelensky n'ayant ni troupes ni spécialistes pour les utiliser. Gardez à l'esprit que les Tomahawks nécessiteraient, ipso facto, des années de personnel américain pour les faire fonctionner, ainsi que tous les systèmes associés à ce projet. Et c'est quelque chose que Trump, tout comme Poutine, ne veut pas voir se produire. C'est intéressant. Toute la cohérence de ces dernières années réside dans le fait que tous les récits sont organisés autour de l'aide à l'Ukraine. Et pourtant, toute cette aide finit toujours par prolonger la guerre, la déclencher, et bien sûr, se battre jusqu'au dernier Ukrainien. J'ai juste une dernière question à propos de la prochaine réunion à Budapest, car toute cette histoire de Tomahawk semble désormais avoir été peut-être, ou espérons-le, simplement une partie des tactiques de négociation maximalistes de Trump. J'ai l'impression que nous avons déjà vu ce film. La dernière fois, il a d'abord menacé. Vous savez, Poutine avait 50 jours pour accepter un cessez-le-feu inconditionnel. Maintenant, c'est 12 jours, puis les 12 jours passent, et au lieu d'imposer des sanctions paralysantes, il accepte de rencontrer Poutine, et ils vont en Alaska. Et la seule chose que Trump avait exigée, un cessez-le-feu inconditionnel, est alors retiré de la table. C'est la même chose maintenant. Il menace avec des Tomahawks, qui sont considérés comme étant directement opérés par les Américains. Cela pourrait avoir des conséquences. On pourrait y fixer une ogive nucléaire. Je veux dire, si cela se produisait réellement, ce serait une véritable escalade. Et puis, alors que Zelensky monte à bord de l'avion pour Washington, plein d'enthousiasme à l'idée d'obtenir de nouveaux missiles pour renverser la situation. Je suis sûr que vous avez vu la vidéo. Il atterrit aux États-Unis et personne n'est là pour l'accueillir. C'est probablement à ce moment-là qu'il a commencé à penser que quelque chose n'allait pas. Et encore une fois, Trump a appelé Poutine. Et au lieu d'envoyer les Tomahawks, ils ont convenu de se rencontrer. Si je ne me trompe pas, ce sera la semaine prochaine à Budapest, en Hongrie. Que pensez-vous de cette rencontre en termes de ce à quoi on peut s'attendre? Eh bien, il a été accueilli par le chef du protocole à son arrivée, Zelensky, je veux dire. Cela avait bien meilleure allure que s'il avait été reçu par n'importe qui, donc il y a peut-être là un certain réconfort. Mais vous avez tout à fait raison. C'était très irrespectueux envers le président d'un pays, ou un soi-disant président. À mon avis, il savait très bien avant même d'arriver qu'il entrait dans la gueule du lion. Et lorsqu'il s'est assis en face de Poutine lors de cette conférence de presse, il disait encore « Nous avons besoin des Tomahawks. Enfin, bonjour. Vous savez, nous aimerions toujours avoir les Tomahawks. » C'était comme s'il s'adressait à un autre public, plutôt qu'à celui qu'il allait rencontrer dans la pièce à part, où on lui dirait « Vous n'aurez pas de Tomahawks. » Tout cela dépend maintenant de ce que sera l'annonce, probablement dans l'heure qui vient, à propos de la manière dont ces discussions se sont déroulées. Mais en ce qui concerne les prochaines négociations à Budapest, ce que je retiens surtout, c'est que les Russes sont réellement sérieux lorsqu'ils affirment, et ils l'ont répété à plusieurs reprises, à un niveau très officiel, nous donnons la priorité au développement de relations plus étroites et respectueuses avec les États-Unis. C'est notre priorité. Le reste est secondaire.
Le reste, l'Ukraine, secondaire. Si les États-Unis décident de bombarder l'Iran, toujours secondaire. Le Venezuela, scandaleux, mais toujours secondaire. Et toute cette question de la manière dont on traite un narcissique est en partie tactique. Ce que je veux dire ici, c'est que ce qui m'a frappé, d'après mon expérience de soviétologue ou de kremlinologue, c'est que les Russes n'ont jamais été aussi clairs sur le fait qu'ils accordent une priorité absolue à l'amélioration de leurs relations avec les États-Unis. Ils savent qu'ils ont probablement encore Trump pour 3 ans, le seul avec qui ils peuvent travailler. Ils le considèrent comme bien plus flexible que Biden. C'est une louange un peu empoisonnée, sans doute. Mais voilà, il est là. Il a un accord. Et puis nous gagnons, dit Poutine. Nous gagnons. C'est important, non? Alors que font-ils selon toi? Tu as mentionné cet avertissement de 50 jours. Utiliser l'Ukraine, ou sinon des sanctions paralysantes. La Russie s'est plutôt bien débrouillée avec les sanctions. Mais sont-elles toutes si terribles? Que se passe-t-il? Eh bien, dans 10 jours, puis 5 jours. Quand il ne restait plus que 5 jours, Witkoff est finalement allé voir le président et lui a dit « Que comptez-vous faire? Allez-vous imposer des sanctions paralysantes? Les Russes sont insensibles aux sanctions. Vous allez sanctionner la Chine et l'Inde aussi? Ça ne marchera pas. Laissez-moi aller à Moscou pour voir si nous pouvons conclure une sorte d'accord. » C'est comme ça que ça s'est passé. Trump dit « Très bien, allez à Moscou. » Witkoff passe 2h30 avec Poutine et il décide « Eh bien, voici un moyen de détourner l'attention de tout cela. Allons à Anchorage, parlons en Alaska, organisons un sommet. » Et vous savez, il y a beaucoup de choses avantageuses là-dedans pour Poutine. Il est largement reconnu. Il est traité royalement. D'accord. Et le meilleur pour Trump, c'est qu'il n'a pas à donner suite à ces sanctions paralysantes ou à ces énormes tarifs douaniers contre la Chine, du moins pour le moment, ou contre l'Inde. C'est fou, cela pourrait encore arriver. Mais tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas la première fois. Cela s'est aussi produit en mai. Il y avait une situation similaire où Poutine a dit « D'accord, nous allons aller à Istanbul et parler aux Ukrainiens. » Mon Dieu, à chaque petit détail dans cette affaire, les Russes ont tiré Trump d'affaire. Et c'est encore le cas cette fois-ci. Donc Trump ne va pas leur donner de tomahawks. Je ne pense pas. D'accord? Alors, que fait Poutine en réaction? Eh bien, nous allons nous rencontrer et discuter. Et ce type qui dirige la Hongrie est plutôt un bon gars, et cela va accentuer les divisions en Europe. Les gens en Europe ne vont pas faire partie de tout ça, ils seront de leur côté. Peut-être que le chef de la Hongrie lui fera un compte-rendu 5 jours plus tard, mais c'est nous qui allons faire le gros du travail. Alors, est-ce que cela mènera à quelque chose? Eh bien, je n'en sais rien. Et d'une certaine manière, Poutine s'en moque complètement. Il est en train de gagner, d'accord? Tant qu'il peut éviter le pire. Autant dire qu'il veut simplement continuer à gagner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'armée ukrainienne. Et cela risque d'arriver avant la fin de l'année, d'après mes experts militaires. Donc il est patient, il est prudent, et il joue en direction de Trump. Et s'il parvient à amener Trump à coopérer pour créer une architecture plus stable, qui tienne compte des intérêts de sécurité de la Russie et empêche l'Ukraine de jamais rejoindre l'OTAN, tant mieux. Mais il n'en a pas besoin. Il est prêt à faire un pas vers Trump. Et qu'il le voit comme quelqu'un réellement intéressé par la paix. Et je crois que c'est le cas, même s'il en est très cynique. Trump est le seul interlocuteur avec qui il peut parler pendant 3 ans. Voilà le jeu. Il y a des discussions, il y a des contacts, et c'est probablement l'élément le plus important du sommet en Alaska ainsi que celui des Tomahawks. À mon avis, quand tout cela a éclaté, pour ainsi dire, publiquement, Lavrov parlait à Rubio et Ushakov parlait à d'autres.
And Wojtkov was talking to others and Ushakov, and they said, "Okay, look, this is going to play out." Ils ont dit, d'accord, écoutez, ça va se jouer dans la presse. Nous devrons finir par y faire face. Il leur a donc fallu 2 semaines pour se dire, très bien, nous organiserons ce sommet juste avant que Zelensky ne se présente à la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche, vous lui passerez un savon. Voyez si vous pouvez le canaliser un peu. Sinon, eh bien, il n'a pas grand-chose d'autre sur quoi compter. Les Européens n'ont pas les moyens de vraiment nous nuire. Alors, détendons-nous. Et comme l'a dit le Premier ministre biélorusse russe, Loukachenko, écoutez, restez calme, d'accord? Restez calme, ce genre de choses arrive, tout ira bien, vous verrez bien. Et bien sûr, c'était juste avant que Poutine et Trump ne conviennent de ce sommet. Et maintenant, nous verrons ce qui se passera à Budapest. Eh bien, il sera intéressant de voir ce qui en ressortira. Mais tu as raison. Les Européens ne sont pas contents que cela se tienne à Budapest, car ils ont même sanctionné Orban pour avoir rendu visite à Moscou et tenté d'amener Zelensky et Poutine à trouver un compromis politique. Donc, ils ne sont pas du tout satisfaits de cela. Mais encore une fois, il n'y a plus grand-chose à faire à ce stade. Je pense que les Européens sont assez perdus maintenant. J'ai un collègue américain qui s'est récemment rendu en Ukraine, où il a rencontré des personnes, des responsables de haut niveau comme Boudanov, Umarov et d'autres. Et la conclusion, c'est qu'ils ne sont pas très contents des Européens en ce moment. Pas autant qu'Arstovitch, bien sûr, qui maintenant attribue pratiquement toute la responsabilité de cette situation aux Européens. Mais ce sera très intéressant. Je ne pense pas que mon optimisme quant à ce qui peut réellement être accompli soit limité. Je pense que Trump est trop optimiste concernant leurs relations personnelles. Mais comme vous l'avez dit, la guerre touche à sa fin d'elle-même. Donc, si l'on peut empêcher qu'elle ne s'étende, surtout une guerre entre les États-Unis et la Russie, je pense que ce serait une victoire. Alors Ray, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'adore toujours discuter avec vous. Merci encore. Je t'en prie. Maintenant, regardons et voyons ce qui ressort de cette conversation qui se déroulait pendant que nous parlions. Si nous avons raison de penser que la question des Tomahawks est une fausse piste ou non. J'espère que nous avons raison. Et si ce n'est pas le cas, alors il faudra repartir de zéro et voir ce qui se passera ensuite.